Vous cherchez à allier élégance et simplicité? Janastar vous ouvre ses portes à Treichville pour une expérience unique de shopping. Découvrez nos abayas raffinés et notre collection ARD pour des tenues qui subliment votre style au quotidien. Laissez-vous séduire par nos ensembles pantalons et nos voiles en mousseline, jersey, pashmina et bien plus encore. Messieurs, trouvez l'équilibre parfait entre tradition et modernité avec nos boubous soigneusement sélectionnés. Complétez votre look avec notre gamme de chaussures tendance et envoûtez vos sens avec nos muscles aux fragrances authentiques. Rendez-nous visite à Treichville, avenue 17, rue 17. Pour plus d'informations, appelez-nous au 07 04 75 10 96 ou au 07 49 54 76 89. Suivez Janastar sur Facebook et TikTok pour ne rien manquer de nos nouveautés. Sous l'autorité spirituelle du Cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du CESIM, l'ONG La Voix de l'Égir, en collaboration avec Koba Productions, organise la 2e édition du Sankoura Festival à l'occasion de la nouvelle année islamique 1447 Hégire, le dimanche 29 juin 2025 à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville. Venez vivre un moment unique de célébration de la nouvelle année avec Mayozen Junior, Arloul Soufa, Alima Koulibaly et plein d'autres artistes en concert live. Les tickets sont disponibles au prix de 10 000 francs CFA grand public et 20 000 francs CFA VIP. Infoline 05 05 50 89 80 ou au 07 59 23 78. Sankoura Festival pour la promotion du nouvel an islamique. Bonne année 1447 Hégire à tous et à toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans Inspiration féminine. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la littérature à travers une invitée qui a fait de la plume un levier de conscience, de transformation et d'éducation. Découvrons-la dans l'invité du jour. Mawa S. Bakayoko est auteure, éditrice, conférencière et formatrice. Elle a publié plusieurs ouvrages de la littérature jeunesse à la fiction engagée, où elle aborde des sujets profonds: excision, immigration, tradition, conditions féminines. Fondatrice d'une maison d'édition, les éditions Barreau, elle milite aussi pour la culture, de la paix et l'éducation à travers la lecture. Une femme de lettres à la parole vive qui parcourt les écoles pour semer les graines de la conscience et de la liberté. Vous l'avez constaté, il s'agit bien de Mawa S. Bakayoko, auteure et éditrice. Bonjour Madame Bakayoko. Bonjour Katie. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va commencer plus le tout début. Vous êtes auteure et éditrice, mais bien avant cela, il y a eu un début. Comment est-ce que tout a commencé? Tout a commencé quand le déclic est arrivé. Je dirais quand j'ai accompagné mon mari dans ses fonctions. Je suis littéraire de formation, mais je suis diplômé d'un baccalauréat des scientifiques. Mais je l'ai dit, je suis né dans une cuve de livres à la maison, à mon domicile familial. Mon père était déjà sorti de l'école coloniale. Il a filé le virus de la lecture à mes aînés. Et là, ils se sont vraiment bien chargés de me transmettre à leur tour le virus. Et ça continuait avec mon entrée en lettres modernes. Et ce déclic part des faits divers qui me choquent en Arabie Saoudite. Et là, je me dis, il y a forcément quelque chose à écrire concernant les immigrés clandestins. J'ai commencé à gribouiller, mettre dans un coin j'avais plusieurs agendas. À chaque fois que j'avais l'opportunité, je mettais dans un coin de l'agenda, j'écrivais quelque chose. Et puis, au fil des années, je commençais à vraiment former l'idée. Et puis, on nous a fait au Caire, cette fois-ci, on va en Égypte. Quand on arrive en Égypte, là, vraiment, l'envie est là. L'envie est là et l'envie, je n'ai pas que l'envie. J'ai envie aujourd'hui de passer le pas. Et paradoxalement, pourtant, c'est sur l'immigration clandestine que le déclic est arrivé. Mais non, je m'attaque pas, je n'écris pas d'abord sur les... C'est vrai que ça, c'était des petites notes comme ça que je mettais là.
Mais le premier élément vers lequel je me suis penché, c'était cette rébellion. La rébellion que nous avions connue en Côte d'Ivoire. Et je vais donner mon regard sur cette rébellion que j'ai connue. Et je commence carrément à écrire des feuillets. Et là, j'étais nourrice. Entre les couches de mon bébé, entre je dirais les allaitements et autres, je me retrouvais à écrire parfois très tard dans la nuit. Et puis, jusqu'à présent, je ne réalise pas que je dois éditer. Pour moi, tout est question de déposer sur des feuilles. Il faut que je me décharge. Et donc, j'écris. Et il y a une nouvelle affectation de mon mari qui arrive. Et cette fois-ci, on se retrouve à New York. Quand on arrive à New York, là, je suis convaincu qu'il faut que je passe le pas. D'ici, entre-temps, j'intervenais sur le net. Je faisais de petites réflexions que les gens appréciaient beaucoup. Et certains me disaient, mais si tu pensais à faire un livre. Et donc, l'idée faisait son chemin. Donc, quand j'arrive à New York, je suis convaincu que je dois éditer le livre. Et là, je me donne un programme tous les matins. J'avais un café à Manhattan. Je me déportais là-bas, je vais écrire. Et puis finalement, je rencontre un éditeur par le biais de certains amis sur le net. Et l'éditeur est au Canada. Et donc, lui et moi, la rencontre s'est faite. Et puis, je décide de sortir le premier livre avec lui qui sera La Rébellion des Antillais. Voilà comment se passe mon arrivée dans l'écriture. Et le premier roman sort en 2012. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Et c'est assez intense quand même. C'est assez intense. C'est un peu donner naissance à un enfant. C'est assez jouissif que de se rendre compte que on a pu pordre un livre, on a pu sortir un livre. Et moi, je suis une élève des lettres modernes. Quand on est passé entre les mains des maîtres comme Zadie Zaoro, contre Sylvie Valli, on est vraiment heureux de se dire que tout cela ont contribué à vous façonner et sortir une œuvre et l'offrir à l'humanité. Je me dis, c'est vrai que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est surtout ces maîtres-là qui ont ajouté un peu de la vie à la vie et qui m'ont permis de sortir le livre. Et je pense à tout ce monde-là. Depuis mon école primaire, j'ai eu un enseignant assez prolifique, assez prolixe, qui m'a également, tout cela, avec du recul, je dis, mais ils ont dû ajouter quelque chose je dirais, à la sauce de Mao. Et on remercie toutes ces personnes-là, car ils ont créé une identité, une inspiration féminine aujourd'hui. Et depuis cette première œuvre-là, vous ne cessez de nous émerveiller à travers votre plume. Et vous abordez souvent des sujets un peu tabous. Pourquoi ce choix des thèmes-là? Mais j'estime que l'évoquer, je ne veux pas me donner de frein et surtout, je ne veux pas me censurer. Et j'estime qu'en parler, c'est nécessaire pour la construction de l'humain. Aussi bien des sujets qui font plaisir, mais des sujets qui fâchent ou alors des sujets qu'on ne voudrait pas évoquer. Mais ne pas les évoquer ne dit pas que ça n'existe pas. Si ça existe, il faut les évoquer. C'est ce qui m'amène parfois à aller au-delà de c'est dans le moule dans lequel on m'a mis. Et dans tout domaine, il y a des difficultés. Quelles ont été les vôtres et comment est-ce que vous les avez surmontées? Tous les écrivains vous le diront. D'abord, c'est le fait de se dévoiler. Parce que forcément, on vous juge à travers vos écrits. Parce que on est quand même, on est des humains, on n'est pas des machines. Il y a forcément quelque chose qui transpire dans nos écrits. C'est ça qui fait hésiter. Ça, c'est vraiment d'abord, je dirais, les difficultés liées à moi-même, ma personne, à les écrits. Mais également la difficulté liée à l'édition. Parce que quand on édite un livre, on se dit forcément, quelque part, il y a un retour qui doit se faire. Et ce retour-là, malheureusement, il ne s'est pas fait au départ. Parce que je n'ai pas reçu les droits d'auteur et tout ça. Donc, on se pose mille et une questions. Mais dans un premier temps, ça ne nous freine pas. Moi, ça ne m'a pas freiné. Parce que d'abord, mon envie, c'était d'écrire. Donc, le reste viendra après. Mais dans un premier temps, ça ne m'a pas freiné. Mais c'est une difficulté quand même qu'il faut signaler. D'accord. Alors, on va souffler un peu. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après pour la suite des échanges. Vous cherchez à allier élégance et simplicité? Janastar vous ouvre ses portes à Treichville pour une expérience unique de shopping. Découvrez nos abayas raffinés et notre collection ARD pour des tenues qui subliment votre style au quotidien. Laissez-vous séduire par nos ensembles pantalons et nos voiles en mousseline, jersey,
pashmina et bien plus encore. Messieurs, trouvez l'équilibre parfait entre tradition et modernité avec nos boubous soigneusement sélectionnés. Complétez votre look avec notre gamme de chaussures tendance et envoûtez vos sens avec nos muscles aux fragrances authentiques. Rendez-nous visite à Treichville, avenue 17, rue 17. Pour plus d'informations, appelez-nous au 07 04 75 10 96 ou au 07 49 54 76 89. Suivez Diana Store sur Facebook et TikTok pour ne rien manquer de nos nouveautés. Sous l'autorité spirituelle du Cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du COSIM, l'ONG La Voix de l'Hégire, en collaboration avec Koba Productions, organise la deuxième édition du Sankoura Festival à l'occasion de la nouvelle année islamique 1447 Hégire, le dimanche 29 juin 2025 à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville. Venez vivre un moment unique de célébration de la nouvelle année avec Mayozen Junior, Arloul Soufa, Alima Koulibaly et plein d'autres artistes en concert live. Les tickets sont disponibles au prix de 10 000 francs CFA grand public et 20 000 francs CFA VIP. Info 05 05 50 89 80 ou au 07 59 23 78. Sankoura Festival pour la promotion du nouvel an islamique. Bonne année 1447 Hégire à tous et à toutes. Merci de rester fidèle à Inspiration Féminine. Nous sommes toujours en compagnie de Mawa S. Bakayoko, auteure et éditrice. Maintenant, nous allons parler de votre casquette d'éditrice. Parlez-nous des éditions au barreau. Les éditions Barreau, je dirais, c'est pratiquement, on m'a poussé à créer les éditions Barreau. J'édite un premier livre et j'ai toujours pas de retour par rapport à mes droits d'auteur. J'édite au Canada avec mon éditeur, j'ai des difficultés. Et puis après la mission de mon mari, on rentre en Côte d'Ivoire. Mais étant toujours à New York, j'édite en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais un souci quand même, c'était de me faire lire. Pour moi, je dis, j'ai un espace sociologique naturel. Cet espace sociologique naturel, c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est de là que vient mon inspiration. Et pour moi, il est de bonne loi que mes lecteurs, soit les premiers lecteurs, soient déjà mes compatriotes. Et il fallait les faire lire mes livres. Malheureusement, d'abord, la rébellion des entrées a été mal dissouvie en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, l'éditeur étant au Canada, il avait plutôt privilégié l'international, ce qui n'est pas mauvais. Mais je dirais, il peut privilégier, mais ne pas négliger quand même la base. Et puis je réfléchis, il y a encore quelqu'un qui me sauve comme ça, mais s'il ne te viendrait pas l'idée de faire une maison d'édition. Pour moi, je n'y pensais même pas. Mais je me rends compte que j'ai encore des difficultés à recouvrer mes droits d'auteur. Je dis, mais à cette allure-là, si j'ai toujours des difficultés, s'il faut écrire, comme le dirait quelqu'un de manière ironique, à vous les écrivains, à vous la gloire, à nous l'argent. Je dis, mais c'est vrai, mais à un moment donné, il va falloir que j'ai un retour quelque part. Parce que si je n'ai pas le retour, c'est sûr que l'inspiration va tarir aussi. Et donc, voilà comment je me lance. Et puis, j'ai l'idée de faire ma maison d'édition, les éditions Barreau. Voilà comment l'idée a été nourrie tout le long de moi-même mes déboires pour que j'en arrive à cela. On voit beaucoup que vous utilisez le nom Barreau. Les barreaux de Mawa, les éditions Barreau. Pourquoi ce nom? Il y a quelqu'un qui me disait tantôt, il dit, j'ai fait de la malitinisation de la langue. J'utilise la langue malinké dans mes écrits et même dans mon parler. Parce que tout simplement, comment je suis né, la première langue que moi j'ai entendue, c'est le Doula. C'est le malinké. Mon père, il allait à l'école coloniale, ma mère n'est pas allée à l'école. Et donc, quand elle va me parler, c'est dans la langue qu'elle va me parler. Le français ne viendra que plus tard. Je baigne dans cette langue-là. C'est cette langue-là qui met en place mon cerveau. C'est cette langue-là qui construit mon intellect. Parce que ma mère, je l'ai dit, elle était intellectuelle sans être allée à l'école. C'était une intellectuelle. Alors quand on me dit, mais vous pouvez malinquiniser la langue, je veux dire que ça a été le mouvement contraire. C'est le français qui est venu s'inviter moi dans ce que moi je savais comme langue. Et donc, quand je commence à écrire, c'est tout à fait naturel
que cette mémoire de la langue que j'ai en moi ressorte. Donc, c'est ce qui fait de moi cette femme-là qui est toujours en train de refuser de traduire. Parce que le barreau, c'est vrai, on va dire, c'est une conversation, c'est un échange. Mais le barreau, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que, comme le dirait ma mère, ce qu'on gagne dans un barreau, on ne le gagne pas dans une salle de classe. Parce que dans un barreau, on est détendu, on échange. Et là, on sort je dirais, certains éléments de notre histoire, de notre vie à laquelle on n'aurait pas pensé si on se retrouvait devant une salle de classe ou alors devant des élèves dans une sortie formelle. Et je pense que c'est ce qui fait votre particularité, parce que quand on voit un roman avec pour titre Monsa Tabali ou bien Sous le joug des Dangadé, pour quelqu'un qui est curieuse comme moi, ça poussera vraiment l'envie de lire. Mais on est toujours avec la maison d'édition. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale où vous êtes ouvert à tout? Oui, tout style, parce que, comme j'aime à le dire, la maison d'édition, on s'est approprié de l'écriture aujourd'hui, mais on doit s'ouvrir sur le monde. Et donc, quand on s'ouvre sur le monde, on évite de vraiment se censurer. C'est vrai qu'il y a quand même de petits traits qui n'est pas vraiment, il ne met pas de long barrage, mais vraiment, surtout qui parle de l'Afrique, qui parle des Africains, qui montre l'Afrique dans son évolution. Mais en même temps qu'on voudrait que le monde le sache. C'est pour ça que je dis s'approprier l'écriture, mais s'ouvrir sur le monde. D'accord. Alors, vous écrivez d'ailleurs très bien, mais on entend souvent dire que les gens ne lisent pas. En tant qu'auteur, en tant qu'écrivaine, quel regard vous portez sur cette affirmation? Bon, il y a quelques années en arrière, on aurait ouvert encore plus grande la porte, mais il faut dire que le monde, ça évolue quand même. Parce qu'aujourd'hui, le paysage je dirais, du livre en Côte d'Ivoire est en train de démontrer le contraire. Nous avons un salon, le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Quand on voit le SILA dans son évolution, on se rend compte qu'aujourd'hui, la population ivoirienne prend de plus en plus conscience de la force du livre. Il n'y a qu'à voir les derniers chiffres. Ils étaient à plus de 100 000 visiteurs. Et ça ne fait que monter. Mais dans ce paysage-là, il y a beaucoup de salons littéraires. Vraiment, il y a une floraison d'événements autour du livre qui démontre que cette assertion aujourd'hui a des limites. On ne peut plus dire tout de go que les gens ne lisent pas. Alors, quels sont ceux qui fréquentent ces agoras, qui fréquentent ces espaces de lecture? C'est bien les Ivoiriens. Donc, dire tout de go que les gens ne lisent pas, ce n'est pas totalement vrai. Mais en même temps, on ne doit pas se coucher sur ses lauriers pour dire que, comme les gens commencent à aimer la lecture, parce que il y a cette probabilité de venir acheter des livres, mais il y a également la probabilité de dire que quand ils achètent, c'est pour orner la maison, qu'ils ne le lisent pas. Il faut aller plus loin. Plus loin, dire quoi? Il faut ouvrir les livres, mais surtout, c'est pour ça que j'adore ces nouveaux concepts-là, de ces clubs littéraires qui foisonnent aujourd'hui, parce que je suis régulièrement invité et je comprends que vraiment aujourd'hui, surtout la jeunesse, ils ont compris. Et ça me fait rappeler les années de lumière en Europe. Il y a un moment donné, les salons, je dirais, ont fleuri. C'est la même chose aujourd'hui. Et cette jeune génération a compris qu'il faut créer les cadres d'échange sur les livres. Et c'est avec joie que quand on m'invite, je parcours vraiment beaucoup de salons. Le mois dernier, je fais 2 ou 3 salons. C'est dire qu'aujourd'hui, les gens ils s'intéressent à la lecture et que dire tout de go que les gens ne lisent pas, je dis il faut mettre aujourd'hui vraiment un bémol sur cette assertion qui n'est pas totalement vraie. Effectivement. Alors aujourd'hui, vous avez parcouru un grand chemin. Vous êtes notre fierté. Vous, à vous, quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui? Ah, mais je dirais mes enfants. Mes enfants, par rapport à ce qu'ils représentent pour moi, parce que j'estime que donner vie, ça a été une grande chance pour moi. Ça a été une grande chance pour moi. Et cette fierté-là, j'espère que ils pourront l'honorer au fil du temps, mais j'estime que c'est sur l'échelle si on doit les classer, ils viennent, je dirais, en premier dans ma fierté. Et j'espère pouvoir leur donner l'éducation qu'il faut pour qu'un jour, ils puissent également construire cette Côte d'Ivoire à laquelle je rêve. Alors, comme à chaque émission, on donne la parole à notre invité
afin qu'elle s'adresse à nos téléspectateurs et c'est dans le message de l'invité. C'est maintenant. Mon message va surtout en direction du livre. Je suis femme de lettres, mais avant cela, j'ai pratiqué le livre. Avec le livre, j'ai pu passer des moments de deuil très difficiles. Avec le livre, j'ai pu me construire. Je dirais même mon identité de l'homme, mon identité amoureuse, ça a été façonné dès mon adolescence grâce au livre. Le livre vous apporte ce que personne d'autre ne pourra vous apporter. Avec le livre, vous parcourez le monde. Avec le livre, vous construisez votre identité. Et j'ai une devise que j'énonce très souvent quand je vais dans les écoles. Je dis que les meilleurs, c'est ceux qui lisent. Parce que le livre vous accorde quelque chose que vous n'aurez pas peut-être la possibilité de faire de toute votre vie. Parce que tout simplement, il y a des auteurs qui ont pris la peine d'écrire dans ces livres-là leur expérience, de déposer leur vie. Alors quand vous lisez ces vies, ça vient rajouter de la vie à votre vie. Ça vient rajouter, je dirais, quelque chose à votre imaginaire. Il y a des endroits du globe terrestre, je suis convaincu que de toute ma vie, je ne mettrai jamais les pieds. Mais grâce au livre, je peux me rendre là-bas. Je peux parcourir ces espaces du globe grâce à ces auteurs qui y vivent alors ou alors qui y sont passés. Faire du livre un compagnon, c'est s'assurer, je dirais, une vie psychologique, mais émotionnelle assez, je dirais, assez maîtrisée. En même temps, quand vous lisez, vous devenez maître de votre personne. Et je renchéris parfois pour dire, celui qui ne lit pas devient l'esclave de celui qui lit. Parce que celui qui lit retrouve certaines clés cachées dans les livres pour mieux vous assouvir, mais pour mieux vous dominer. Les meilleurs dominants de ce monde ont toujours des livres de chevet. Parce qu'ils savent que là-bas, ils vont tirer ce qu'il faut, les cordes qu'il faut pour vous attacher. Libérez-vous de tous ces carcans-là en ouvrant des livres. Et retenez parmi les meilleurs sur ce globe-là, c'est les meilleurs lecteurs. Et je vous remercie. Voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe Tech Week. Merci également à la petite Diana Store qui m'a habillée pour cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Combat TV, la chaîne des beaux événements.